Bonjour à tous. Bonjour Bertrand, nous sommes avec nos participants qui ont commencé à arriver. Bienvenue. Bienvenue à chacun. Nous allons démarrer notre webinaire à 12 heures. Et bienvenue à Bertrand qui rejoint le petit groupe de tous ceux qui vont présenter et participer à l'animation du webinaire. Donc Louis Faure, Hubert de Boisredon, Stanislas de Kersis et Isabelle Cocher va nous rejoindre. Allô? Allô? Oui, bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour Fabienne. Écoutez, on a eu des surprises. Oula. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous me voyez ou pas? Oui, alors pas encore. Nous sommes déjà avec les participants qui nous ont rejoints. Oui. Et donc, on démarre dans 2 Vous minutes. me voyez correctement? Oui, parfait. La lumière, tout ça, ça va? Oui, très bien. J'ai un peu le soleil dans l'œil, ça se voit? Attendez, on va essayer autrement. Est-ce que c'est mieux comme Isabelle, ça? on t'entend. Tous les participants t'entendent. Bonjour à tous. Ah, c'est parfait comme ça, c'est super. Bonjour Isabelle. Bonjour Hubert. Bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour Stanislas. Donc là, nous attendons. Dans 2 minutes, nous démarrons. J'accueille tous ceux qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous ce matin. Nous attendons encore 2 minutes avant de démarrer que les participants nous rejoignent. Alors, je peux d'ores et déjà vous dire, vous qui nous écoutez ce matin, que vous pouvez utiliser le chat pour réagir, commencer à poser vos questions. Ce sera le moyen qu'on pourra utiliser pour communiquer avec vous. Vous pourrez utiliser aussi les Q&A pour poser vos questions. Bien, il est midi. Nous pouvons démarrer ce webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Merci à tous les animateurs d'être là pour fêter le lancement du livre d'Hubert de Boisredon, L'Esprit souffle. Suis-le. Voilà. Donc, bienvenue à chacun. Je me présente, je suis Fabienne Michaille. J'ai fondé un cabinet qui s'appelle Leaders Lab et qui accompagne les dirigeants dans un leadership authentique, impactant et engagé. Engagé, c'est le terme de cette matinée. Donc, bienvenue à chacun et je vais présenter ceux qui sont avec
ceux qui sont avec moi et qui sont des amis. Et c'est ce qui est peut-être un petit peu spécifique de ce webinaire, c'est que nous sommes entre amis pour soutenir Hubert et nous avons tous lu son livre et nous avons trouvé qu'il y avait des choses formidables à partager. Alors, eh bien, je vais commencer par Isabelle, honneur aux dames. Donc, Isabelle Cocher, qui a travaillé, donc qui est ingénieure générale des mines, qui a travaillé au budget des télécommunications et de la défense au ministère de l'économie, qui a été aussi conseillère pour les affaires industrielles au cabinet du Premier ministre entre 1999 et 2002, puis directrice générale de la Lyonnaise des Eaux, et enfin directrice générale du groupe Engie. Ça a été la première femme à diriger une société du CAC 40. Donc, merci beaucoup Isabelle d'être avec nous aujourd'hui. Alors après, ce sera par ordre alphabétique. Hubert de Boisredon, donc DG d'Armor, donc une ETI industrielle qui vient d'acquérir son plus gros concurrent américain, et tu vas nous en parler, et qui défend l'honneur de l'industrie française, qui a un espoir aussi pour toute l'industrie. Et alors peut-être le moteur d'Hubert, mais tu nous en parleras, c'est de relever les défis de notre société. Au Chili, face à la pauvreté, tu as monté une banque de microcrédit. Et aujourd'hui, face à la question climatique, tu produis des films photovoltaïques souples ainsi que des batteries. Nous avons avec nous aussi Bertrand Badré. Bonjour Bertrand, tu es fondateur du fonds d'investissement Blue Like and Orange Sustainable Capital, ce qui explique l'écharpe. Voilà, belle écharpe orange ce matin. Tu as été aussi directeur général de la Banque mondiale et tu as écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier ouvrage « Voulons-nous sérieusement changer le monde ?» Un ouvrage pour repenser le monde et la finance après la crise du Covid-19. Tu as été notamment en 2008 en première ligne pour éviter la faillite globale du système bancaire. Nous avons enfin Louis Faure, cofondateur d'Eotecum et executive coach. Donc, tu as fondé ce cabinet avec Hubert pour accompagner sur un leadership engagé, cohérent et courageux. Et alors, il y a une spécificité, c'est que tu as fait HEC et pendant ton année de césure, tu es parti aux Philippines et tu as travaillé dans une ONG. Tu pensais rester peut-être qu'un an et tu es resté 6 ans dans cette ONG pour lutter contre la pauvreté et particulièrement au contact des fermiers. Tu as été égorgeur de poulet, je crois, hein, c'est ta marque de fabrique, auprès des entrepreneurs sociaux et des ONG. Voilà. Et enfin, Stanislas de Kersis, alors une figure majeure du luxe, parce que tu as été PDG de Cartier et de Van Cleef & Pels, et aujourd'hui, tu mets tes talents au service d'entrepreneurs de start-up au sein du réseau Entreprendre et d'Ashoka notamment. Et tu participes aussi à la chaire d'économie circulaire de l'ESSEC. Voilà, donc nous avons vraiment aujourd'hui des participants de premier plan et je vais d'abord donner la parole à Hubert qui va nous parler de son livre. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, je ne peux pas commencer sans vous dire d'abord la joie immense que j'ai d'intervenir avec chacun de ceux qui sont là, qui sont des amis et des personnes que j'admire, chacun individuellement, énormément. Donc, merci Fabienne de nous avoir réunis, c'est un grand honneur. Ensuite, j'ai vu dans la liste pas mal aussi d'amis ou de personnes chères, donc un grand bonjour collectif à tous, parce que c'est un plaisir de pouvoir échanger ensemble et j'espère qu'on va pouvoir avoir une discussion. Alors, quelques mots sur mon livre, mais juste le livre, je crois que c'est juste un moyen pour stimuler l'échange, bien sûr. Pourquoi avoir écrit ce livre? C'est d'abord le fruit de la rencontre de nombreuses personnes, des gens de ma génération, plutôt dirigeants, mais aussi beaucoup de jeunes. Et de me rendre compte qu'il y a des questions de sens qui sont posées à chaque fois. Pour les jeunes, c'est en fait quel sens donner à mes études, comment trouver un travail qui me permet de donner le meilleur de moi-même et d'être utile à la société. Comment faire pour… moi, j'ai beaucoup d'aspirations, comment réunir ces aspirations dans une certaine unité de vie professionnelle, aspirationnelle, voilà. Pour des dirigeants de ma génération, je me rends compte que très souvent, beaucoup sont tiraillés entre finalement des exigences de rentabilité, des exigences d'être au niveau, entre guillemets, de ce qu'on attend, de ce que des actionnaires attendent, de ce que des conseils d'administration attendent, et des aspirations profondes qui parfois sont un peu mis sous le boisseau ou sont un peu enfouis et parfois soumis à des contradictions énormes de pression. Et donc, le sujet que j'ai essayé d'aborder, c'est comment moi-même, en fait,
comment j'ai été conduit dans ma vie, finalement, en essayant de trouver des réponses à ces questions-là, de manière à ce que ça puisse éventuellement inspirer d'autres, mais aussi comment en fait rester en mouvement à un âge comme le mien, à 57 ans, voilà. Comment considérer que ma vie de dirigeant d'entreprise n'est pas terminée, entre guillemets, n'est pas, voilà, on pourrait dire ça se passe bien, on arrive à gérer à peu près une entreprise, etc. Bon, on attend jusqu'à la retraite. Et en fait, ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre, et notamment dans l'interpellation de plus jeunes, et en particulier de Louis ici présent, on a beaucoup échangé sur comment finalement rester en mouvement et comment continuer de donner du sens à notre vie. Voilà, donc chez Armor, ça s'est traduit par beaucoup de changements, beaucoup de remises en cause. Ça a été déjà m'ouvrir à plus que l'activité actuelle où on est leader mondial dans les consommables d'impression pour les étiquettes code barre. Ça a été effectivement investir dans des énergies renouvelables. On a travaillé avec Isabelle en son temps sur les films photovoltaïques, et qui est une activité extrêmement risquée et quelque part un peu folle. D'un point de vue financier, je pense que beaucoup ne le feraient pas. Et si je le fais, c'est parce que je pense que l'entreprise doit avoir un rôle sociétal et contribuer à des enjeux et des défis de la société. Mais également de façon plus récente, à travers la crise du Covid, notamment dans les échanges et les interactions qu'on a pu avoir avec Louis, d'autres, dont Stanislas et Fabienne, je suis passé par une étape de me dire, mais finalement, avec cette crise du Covid, pendant le confinement, qui serais-je si tout s'écroule? Si l'entreprise que je dirige s'écroule, si le monde économique s'écroule, finalement, qu'est-ce qui reste d'Uber? Voilà. Ça a été vraiment et je pense que ça a été une traversée du désert, pas forcément facile, de me confronter à ma pauvreté, de me dire finalement, si j'enlève tous mes attributs, que ce soit les attributs d'argent, de responsabilité, de CV, de tout ce qu'on veut, ou de dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qui reste? Et là, d'arriver à toucher quelque chose de plus profond, qui est cette unité entre les personnes. Et moi, je me rends compte qu'en fait, ce qui m'anime, c'est de travailler à faire émerger les personnes et les faire grandir. Vraiment, de permettre que ce soit à des collaborateurs, mais aussi à des plus jeunes, de se mettre en route pour transformer la société, transformer l'organisation dont je suis responsable, mais aussi beaucoup plus largement dans la société. Voilà, c'est aussi l'objet de ce qu'on cherche à faire avec Louis sur Eotecum, mais déjà chez Armor, de concevoir mon rôle comme étant un impulseur et un encourageur pour que mes équipes grandissent et faire grandir l'entreprise. Et je dirais que c'est le fait aussi d'être passé par l'acceptation de ce rien qui m'a fait oser appeler mon concurrent il y a 9 mois en disant, en fait, ça fait 15 ans qu'on se cherche finalement, et stratégiquement, on a vraiment quelque chose à faire ensemble. Est-ce que ce n'est pas le moment de s'allier? Et donc, c'est ce qui a créé l'ouverture pour qu'on les rachète et que Armor grandisse. Mais je dirais que le but, ça n'a pas été simplement qu'Armor soit plus gros, gagne plus d'argent, etc. Ça a été, je pense, toucher un point de liberté pour prendre le risque de faire cette fusion majeure, alors qu'elle est objectivement risquée, mais parce qu'elle a du sens. Voilà, je ne vais pas forcément parler plus, parce que je crois que c'était un peu pour lancer le débat. Je dirais que l'enjeu pour nous tous, je pense, c'est jusqu'où on est prêt à risquer des choses dans notre manière de diriger, d'être leader, au nom d'aspirations plus profondes, ou est-ce qu'on va se conformer simplement à ce que la société attend de nous, l'entourage attend de nous, les actionnaires attendent de nous, etc., des pressions de rentabilité qui, en fait, font qu'on peut risquer de ne plus être nous-mêmes. Je pense que l'enjeu, je crois, c'est… Enfin, pour moi, si j'avais donné une définition du leader, c'est celui qui est prêt à risquer quelque chose d'essentiel de lui, ou qui est prêt à prendre des risques au nom de quelque chose d'essentiel qu'il porte, et d'ouvrir une brèche. Pour moi, c'est ça qui m'anime. Et je pense que dans l'économie, dans l'entreprise, on a besoin de ces leaders. Et je pense que chacun d'entre vous qui êtes là, vous l'êtes pour moi. Pour ça, vous me stimulez, vous me motivez. Vous avez tous pris des risques. Et c'est pour ça que je vous admire autant. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui dans le monde économique de gens qui sont prêts à risquer gros au nom de valeurs essentielles. Notre monde économique en a besoin. Je pense qu'on ne peut pas simplement dire que le but de l'entreprise, c'est de maximiser le profit des actionnaires. Je pense que ça ne marche plus. Le monde a besoin d'autre chose. Il y a des enjeux beaucoup plus grands que ça.
Alors Hubert, j'aurais envie de te poser une question. Tu as pris des risques. Quand tu étais jeune diplômé HEC, tu as pris un risque et quand tu étais à New York, tu as vécu notamment des rencontres assez étonnantes qui t'ont mis en mouvement. Tu peux nous parler d'une ou deux rencontres que tu as vécues qui, sur ton chemin, t'ont fait t'engager et aller toujours plus loin? Oui, alors moi, je rencontre dans le livre que j'ai écrit, je raconte que je suis parti à New York dans le cadre d'HEC, étudier la finance internationale à NYU. Et la première page de mon livre, c'était le but de l'entreprise est de maximiser le profit de ses actionnaires. C'était méthode Friedman. J'y suis allé à l'époque de Ronald Reagan, donc c'était l'Amérique libérale. Moi, j'étais un peu, avec mes 21 ans, je voyais New York comme un peu, voilà, c'était l'Eldorado, etc. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'était un New York assez pauvre. En fait, je sortais de l'université et je voyais des personnes pauvres dans la rue. C'était en même temps le début du sida. Donc, c'était une période très bouleversante pour moi, de questionnement sur le sens de, finalement, pourquoi j'étudie ce que j'étudie, pourquoi étudier la finance. Et j'étais amené à différentes rencontres, dont celle avec les Sœurs de la Charité de Mère Teresa, qui m'ont ouvert les yeux sur un autre monde et notamment m'ont permis de rencontrer des jeunes de mon âge malades du sida. Et il y a une rencontre qui m'a beaucoup marqué avec un jeune qui s'appelait James, qui m'a dit, voilà, tu vois, moi, je vais mourir en fait, hein. J'ai attrapé cette maladie, je vais mourir. Voilà, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que moi, je peux pas, ma vie va bientôt se terminer, mais toi, on a à peu près le même âge, enfin, voilà, fais ce qu'il faut pour réussir ta vie, tu as tout devant toi. Et ça m'a vraiment beaucoup impacté, parce que je me suis dit, c'est pas possible que j'étudie juste si c'est que pour moi ou pour un but uniquement voilà, d'enrichissement personnel, de carrière ou de pouvoir. Il doit y avoir une autre raison, et ce sens-là, c'est être utile au monde. Voilà, et je pense que c'est un peu mon moteur aujourd'hui, hein, vraiment agir dans l'économie, dans l'entreprise, pour essayer d'être utile au monde, en cohérence avec qui je suis profondément. Et voilà, bon, on y arrive plus ou moins. Il y a des moments, c'est plus ou moins facile, mais c'est une ligne directrice, une ligne de crête que j'essaye de suivre et qui m'anime en tout cas. Super. Alors, j'aurais envie de rebondir, agir pour être utile au monde et poser la question à Bertrand, à Stanislas, à Louis et à Isabelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, agir pour être utile au monde? En fait, cet engagement que vous prenez, comment ça s'incarne dans vos vies aujourd'hui? Alors, peut-être au démarrage, comme Louis ou comme Hubert, ou aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Alors, je ne sais pas, Bertrand, tu veux nous dire un mot là-dessus? Ah, on ne t'entend pas, Bertrand. Voilà, il faudra 3 ans de confinement pour qu'on apprenne à unmute. Pardon. Non, je vais me joindre à Hubert pour dire que c'est très rare d'avoir des panels où il y a une telle densité de relations entre les participants et une telle communion. Donc, je dois dire que je savoure chaque seconde de cet être ensemble. Alors, pour moi, être engagé, en fait, c'est à la fois un héritage ancien, en particulier ma foi. J'ai été biberonné à la parabole des talents. Tu as beaucoup reçu, il faut que tu donnes beaucoup. J'ai été aussi biberonné, j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec Michel Cantu, et qui m'a toujours rappelé cette parole de Charles Péguy, à force de vouloir garder les mains propres, il n'a plus de mains. Donc il faut se colter avec le réel. Ça, c'est vraiment les deux choses qui m'ont amené à m'engager. Et j'ai vécu 2 chocs personnels qui ont coïncidé avec des chocs mondiaux. Alors, ça, dit comme ça paraît très arrogant, mais c'est vrai. J'ai quitté le Crédit Agricole de manière un peu brutale au milieu de la crise financière. Et puis, j'ai quitté la Banque mondiale juste après l'adoption des objectifs du développement durable et de la crise du climat. Et dans les 2 cas, j'étais très impliqué. Et donc, à chaque fois, ça m'a obligé à me poser une question en disant, mais qu'est-ce que je fais dans ce système qui ne nous emmène pas dans la bonne direction? Et la première fois, je n'étais pas assez fort pour changer de route. La deuxième fois, les circonstances ont fait. Je me retrouvais à Washington, ayant quitté la Banque mondiale, ayant vécu une crise financière de l'intérieur au Crédit Agricole à la Société Générale, ayant vécu à la Banque mondiale la mondialisation de l'intérieur et ce qu'on avait essayé de faire, ou raté d'ailleurs, par rapport à cette crise financière dont on sortait à peine. Et donc là, je me suis posé. J'ai écrit un livre qui s'appelait Can Finance Save the World? Et là, pas mal de gens, dont Emmanuel Faber, par exemple, mais aussi Paul Polman et quelques autres que certains connaissent autour de la table, m'ont dit, c'est super d'écrire des bouquins, mais why don't you walk the talk? Et là, c'était un gros choc parce que j'avais toujours été plutôt en haut des gratte-ciel.
Et là, je me retrouvais à la cave à dire, je vais créer ma boîte et je vais essayer de financer le développement durable. Là, il y en a le plus besoin, c'est-à-dire dans les marchés émergents de développement. Et donc, ça a été radical. Ça a été radical. Je n'étais pas du tout prêt à ça. Je ne sais pas si je le suis devenu, mais le compagnonnage des gens autour de la table aujourd'hui a été une force. Pour moi, l'engagement, c'est à un moment donné, comme Hubert, se dire est-ce que je participe d'un système? Et bon, je ne suis pas très à l'aise, mais après tout, ce n'est pas moi qui ai fait les règles et donc je fais avec. Ou est-ce que je contribue à changer ce système? Et je finirai juste avec une dernière anecdote, Fabienne, que j'ai beaucoup repris, mais qui a été pour moi le coup de poing dans les séances. En avril 2008, on organisait chez AXA, avec l'Institut Montaigne, une première discussion. Il y avait Jean Tirole, d'ailleurs, sur la crise financière. À l'époque, c'était avant la faillite de Lehman Brothers, donc on ne soupçonnait pas que ça allait finir aussi mal. Et il y avait Paul Volcker, l'ancien président de la Réserve fédérale, qui était là. Et quelqu'un dans la salle lui dit, Monsieur Volcker, vous êtes très dur avec les financiers. Après tout, on ne fait qu'obéir aux règles. Voilà, les règles sont ce qu'elles sont et ce n'est pas notre faute. Et Paul Volcker a lu cette phrase très, très directe en disant, je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Vous êtes les mieux payés, les plus intelligents. Ne me faites pas croire, vous ne savez pas ce que vous faites. Alors là, j'ai regardé mes chaussures et là, ça a commencé à cogiter. Voilà. Merci, c'est très éclairant. Merci Bertrand. Stanislas, tu veux nous dire un mot sur ce que signifie l'engagement pour toi et comment ça s'est incarné dans ton itinéraire? Je crois que pour moi, l'engagement, c'est vivre. Hein. Si on est là pour vivre, c'est qu'on est là pour s'engager. Surtout que la vie, plus vous êtes engagé, plus la vie vous donne en cadeau des feedbacks. Et les feedbacks nous permettent d'avancer. Chacun d'entre nous, on est tombé 2000 fois avant de savoir marcher, mais d'abord que la chute fait partie de la vie, les crises font partie de la vie, mais le rebond est dans notre ADN humain. Et comme le disait Nelson Mandela, je ne perds pas, j'apprends ou je gagne. Donc, chaque fois qu'on tombe, chaque fois qu'il y a une crise, on apprend. Et l'engagement, je trouve que c'est ça. Moi, j'étais dirigeant d'entreprise. Maintenant, j'accompagne des 7 boards de famille, que ce soit le Boutin, Messica, Barnes International, la Fondation Rémi Cointreau et le fonds Caravelle. J'accompagne des entrepreneurs au sein de Réseau Entreprendre, Réseau Ashoka et Réseau RES. Et je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on peut s'aider les uns les autres à devenir une meilleure version de soi-même. Ce week-end, j'étais aux semaines sociales, aux 95 réunions des semaines sociales, et il y avait en messe d'ouverture cette citation de Saint Paul: faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Mais c'est ça, on est appelé à faire des progrès. C'est pour ça que j'adore le livre d'Hubert, L'esprit souffle et suis-le, parce que c'est le parcours d'une vie où Hubert s'améliore d'année en année, de sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie de couple. Il me rappelle ce très beau livre de Marie de Henzel, Une vie pour se mettre au monde. Et en fait, quand on y réfléchit, même la tech nous rappelle qu'elle s'améliore, parce qu'on a notre téléphone, notre ordinateur, la voiture électrique qui nous dit ce soir, nouvelle version. Ah ben donc, s'il y a une nouvelle version de l'ordinateur et du téléphone, pourquoi moi-même, je ne m'améliore pas personnellement, dans mon duo, dans mon équipe, dans mon entreprise, dans ma ville, dans mon territoire, dans l'Europe, dans le monde. Et on est appelé à s'améliorer. Bientôt, c'est la nouvelle année aux États-Unis, New Year, New You. Et donc, je crois que c'est formidable. Et on est bien sûr appelé à ne pas faire ça en silo ou en ghetto, mais de faire ça en fraternité. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans les livres d'Hubert, c'est qu'il nous donne le moyen de faire des progrès. C'est pour moi la relecture. C'est-à-dire que Hubert, tout au long de ce livre, nous apprend comment il relie ses expériences, comment il réfléchit et comment il réoriente ou recentre ses engagements personnels, professionnels, familiaux, amoureux. Et ça, donc c'est un système de relecture. Moi-même, tous les matins, je passe entre 5 et 10 minutes à relire la veille pour savoir quelles étaient mes réussites, mes échecs, mes suggestions, pour essayer d'avoir plus des réussites et d'apprendre de mes échecs et d'avoir des recommandations. Je fais ça avec mon couple, une soirée par semaine, un week-end par mois, une semaine par an. J'ai fait ça en faisant des retraites, en faisant un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle avec mon épouse, 1600 km, l'île de Shikoku, 1200 km, 2 mois pour parcourir les chemins sacrés. Et ça permet d'avoir du recul et de relire. Et je pense que la relecture est très utile pour aller de l'avant. Ensemble, l'engager pour aller de l'avant, en fraternité, ensemble. Et cette crise est bien l'exemple qu'il faut sortir le virus du Covid ensemble. Il faut maintenant résoudre la crise climatique ensemble. Merci Stanislas. Alors, je te remercie doublement parce que si on est tous là autour de la table, c'est grâce à toi. Je t'avais rencontré il y a maintenant 4 ans sur les Champs-Élysées
et tu m'avais accompagnée dans ce projet d'écrire mon premier livre. Et donc, grâce à ce livre, j'ai pu rencontrer Hubert et Bertrand, qui eux-mêmes, du coup, après, chez le même éditeur, ont publié leur livre. Et c'est comme ça que j'ai connu Louis et Isabelle. Donc, tu vois, merci d'avoir été le passeur. Alors, Louis, tu veux peut-être nous dire aussi pour toi ce que ça veut dire l'engagement, parce que ce n'est pas évident. Tu sors d'HEC et tu te retrouves aux Philippines à choisir un chemin assez radical, hein, d'après ce que j'en sais. Tu peux nous en dire un peu plus sur cet engagement? Oui, merci Fabienne, merci de m'avoir aussi invité. Je suis très heureux de revoir ces visages et d'avoir d'autres occasions d'échanger avec les uns et les autres. L'engagement, je pense que je le comprends aujourd'hui avec le recul de cette époque-là où j'avais aussi la jeunesse d'être attiré par plein de choses en fait. Mais à ce moment-là, je pense que quand je suis parti aux Philippines, j'avais simplement j'avais un simple besoin de découvrir. À ce moment-là, il n'y avait rien de grandiose ou d'humaniste. J'avais pas tellement d'ailleurs où est-ce que je mettais les pieds, mais j'avais simplement une conviction profonde que si je restais entre les murs de cette école, j'allais dépérir. Dans le sens, je ne saurais pas quelle est ma valeur. Donc j'ai eu besoin d'aller chercher plus loin où était ma valeur et de voir qu'est-ce que je pouvais vraiment apporter. Donc c'est ça à ce moment-là qui m'a emmené. Et je pense que ce que j'entends aujourd'hui comme engagement, c'est être capable d'être à l'écoute. À ce moment-là, c'était moi pour moi-même en tant que jeune étudiant, mais ensuite quand on fait partie d'une communauté, quand on fait partie d'une équipe, quand on est responsable d'une organisation, c'est d'être à l'écoute de où est-ce qu'on est appelé maintenant et du coup à quel mouvement on est invité et oser le vivre. Et ça, pour moi, il y avait la question un peu aussi de à quoi on voit l'engagement. On le voit à ce qu'on ose risquer, ce qu'on ose perdre. Et ce qui me plaît dans le livre d'Hubert, c'est le fait de se laisser bousculer. Et je pense que l'engagement, il est lié à ça. Je m'engage auprès de mon équipe, ça veut dire que je m'engage à ne pas durcir ma position, à ne pas m'attacher à mon statut de responsable de cette équipe, ou de cette entreprise, ou de ce pays. Mais je m'engage à me laisser bousculer par vous, parce que vous apportez par votre créativité, par votre jeunesse, par votre expérience d'aîné, mais à me laisser bousculer afin de demeurer au service. Et moi, je crois que l'engagement vraiment se manifeste par là, le fait de où est-ce qu'aujourd'hui je peux mettre le mieux ce que j'ai au service du collectif, du bien, toujours un peu difficile à définir. À ce moment-là, pour moi, c'était aller découvrir déjà quelle est ma valeur. Je pense que les Philippins m'ont bien renvoyé des choses magnifiques qui m'ont révélé que ma valeur était bien au-delà de mon diplôme et tout ça. Et que petit à petit aussi, au contact de volontaires, de réaliser que j'avais certains talents qui m'emmenaient dans une direction. Et à ce moment-là, c'était comment je mets ces talents au service du bien. Et ça supposait une écoute. Ça a été là aussi la rencontre avec Hubert, de voir comment on le formalise. Et puis une fois, au bout d'un moment, c'était comment maintenant je donne tout entier ce que j'ai. Et donc, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Qu'est-ce que je suis prêt à risquer? Et comment je m'entoure de bonnes personnes, des bons alliés pour oser le vivre. Je verrai comme ça l'engagement. Merci beaucoup, Louis. Je vais proposer à Isabelle. Est-ce qu'Isabelle, tu peux nous dire ce que signifie pour toi l'engagement et comment tu l'as vécu, notamment à la tête d'une très grande entreprise comme Engie et dans la vie en général? Ah, tu es en mute aussi. Voilà, comme ça, c'est sans doute mieux. Bonjour à tous et vraiment, c'est une joie d'être là et merci Hubert d'avoir écrit ce bouquin parce que je pense que tu parlais de mouvement, il nous met tous en mouvement, ton livre. Moi, l'engagement, et je pense qu'on se rejoint un peu là-dessus, au fond, c'est de contribuer à changer le système. Moi, j'ai grandi dans un milieu familial où il y avait vraiment des gens extrêmement divers. Il y avait des gens très engagés dans des associations, je les voyais faire des choses formidables en Afrique ou ailleurs, avec des moyens dérisoires. Et puis des gens très impliqués dans l'entreprise, y compris à très haut niveau, qui brassaient des sommes considérables. Et j'ai l'impression que ces deux mondes ne se croisaient pas, quoi. Avec une entreprise qui jardinait finalement des zones géographiques assez délimitées, très praticables par l'entreprise, avec des niveaux de risque finalement assez bas. Et dans ma tête d'enfant, je ne sais pas vous dire quand, mais progressivement, en fait, est née en moi l'envie si je puis dire, de flécher la puissance de feu de l'entreprise vers quelque chose qui faisait du sens, voilà, qui
sortir de ce contexte où il y a deux hémisphères, il y a les associations dans lesquelles des associations, des gens merveilleux sont impliqués, mais qui font ça souvent en plus de leur job, souvent avec très peu de moyens. Puis d'autre côté, l'entreprise qui brasse des moyens considérables, mais qui n'adresse pas le cœur de ce qui est nécessaire à la vie dans beaucoup de cas. Voilà, donc c'est ça au fond, moi mon effort depuis toujours. J'ai pas forcément nommé comme ça au départ, mais c'est vrai, c'est vraiment ça mon élan. Et alors effectivement, bon, moi je me suis retrouvée à la tête d'une entreprise du domaine de l'énergie qui était à ce moment-là le 3e émetteur de carbone mondial, face à une vraie question, quoi. Comment, voilà, mettre en application ce que je viens de vous dire, ça conduisait forcément à reposer autrement la notion de succès, à se demander finalement, voilà, quand je partirai, à quoi est-ce que je veux pouvoir avoir contribué, à quoi est-ce que je veux que nous ayons contribué, parce qu'évidemment, un dirigeant ne fait rien tout seul, il impulse et puis guide de l'énergie, et j'ai été confrontée, mais comme beaucoup de gens, au fait que c'est compliqué de s'écarter de la notion de succès telle qu'elle est en général pratiquée, c'est-à-dire que une forme de tyrannie du résultat économique immédiat. Et voilà, et mon effort, ça a été de créer l'espace pour s'écarter de ça, accepter voilà, de perdre des contributions des centrales charbon, qu'on a donc fermées alors qu'elles étaient en parfait état et qu'elles avaient encore de longues années à vivre, sachant qu'on allait y perdre là tout de suite, mais qu'on allait justement flécher l'énergie de notre entreprise ailleurs et qu'il y aurait des fruits, y compris économiques. Et voilà, et c'est je crois, je parlais de changer de système, je pense que pour changer le système et faire en sorte que ce que je viens de dire devienne la norme, il faut des cas auxquels les gens puissent s'accrocher et dire, ben voilà, ben là ça a marché, pourquoi pas moi, et voilà, on s'est accroché, je peux vous dire. On s'est accroché, on avait donné un rendez-vous au marché sur 4 ans, en leur disant ok, on va y perdre, ouais, sans doute le cours va baisser, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas suivre, hein. Les investisseurs qui investissent à 3 mois ne peuvent pas suivre ça. Ils sont jugés, eux, à 3 mois, comment voulez-vous qu'ils vous suivent? Donc, par définition, vous avez plus de gens qui vendent que de gens qui achètent le titre, donc ils baissent. Mais on avait pris avec nous un certain nombre d'acteurs longs, d'investisseurs longs, en leur disant, voilà, la promesse, c'est que dans 4 ans, on aura non seulement récupéré notre niveau de départ, mais bien mieux que ça. Et c'est la promesse qu'on a tenue avec voilà, moins 50% d'émissions de carbone en 4 ans et plus 50% de retour global pour l'actionnaire. Et voilà, donc notre petite pierre à l'édifice, toute l'équipe qui a fait ça, c'est d'avoir mis dans le paysage un cas supplémentaire, parce qu'il y en a d'autres, mais un cas où, bah oui, ça marche. Et voilà, donc moi, ce qui me porte, c'est ça, c'est d'essayer de faire bouger les lignes du système et de contribuer à inventer autre chose, si je le dis autrement. Super, merci Isabelle. Alors là, je pense que ça parle beaucoup à tous ceux qui sont là aujourd'hui, particulièrement à toi Bertrand, hein, parce que tu parles beaucoup et toi aussi Hubert, sur la question, la fin du modèle, qui était le modèle de Friedman, où on recherche absolument le résultat pour le résultat, et que l'objectif du profit, l'objectif de l'entreprise, c'est le profit. Maintenant, on parle du triple bottom line, people, planet and profits. Donc, on doit tenir compte des personnes, de la planète et du profit. Comment est-ce que vous réagissez les uns les autres par rapport à ce que vient de nous partager notamment Isabelle? Sylvain Bertrand? Non, je suis en écho avec Isabelle, c'est-à-dire que quand j'explique ce que je fais aujourd'hui, j'explique que j'ai un day job, donc
job pendant la journée et un night job. Mon day job, c'est de montrer avec Blue Like an Orange qu'on peut quand même faire des choses dans le système actuel qui ne nous empêchent pas d'agir. Donc, il ne faut pas être paralysé par le système. On peut bouger des lignes, on peut faire des choses. Hubert l'a prouvé, il le raconte dans son livre. Tous ceux qui sont autour de la table l'ont prouvé. Mais en même temps, on voit bien que le système dans lequel on évolue, appelons-le friedmanien pour être simple, il nous corsette. Et il nous ramène des élastiques. Moi, j'étais directeur financier longtemps. Tous les trimestres, il nous ramène à quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Et donc, mon night job, c'est de voir comment on peut travailler sur ce système proprement dit. Parce que tant qu'on ne travaille pas sur le système, on aura affaire à des pionniers, à des gens qui vont essayer de faire des choses, comme j'espère nous tous autour de la table, on a essayé, et parfois on a payé pour avoir essayé. Mais il n'ira pas plus loin. On ne peut pas construire un système uniquement sur quelques pionniers de la bonne volonté. Il faut rentrer dans le dur, il faut prendre sa trousse à outils et effectivement, il faut changer un certain nombre de métriques, de mesures, etc. Et ça, c'est extraordinairement compliqué parce qu'on est dans un monde où il n'y a pas de chef, dans un monde où la mondialisation souffre un peu, dans un monde où il y a des grands et des petits, du public, du privé, etc. Et contrairement à Friedman il y a 50 ans, où il suffisait que les Américains sifflent pour qu'on crée le consensus de Washington, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus de Washington, il n'y a pas non plus de consensus de Bruxelles. Tous les sujets dont on parle, le climat, les problèmes sociaux, la transition énergétique, tout ça, c'est des sujets urgents. Et donc, voilà, on n'a pas le choix que de s'engager, tout en sachant que c'est extraordinairement difficile. Et donc, voilà, il faut pousser à la fois à chacun à notre niveau et autant que faire se peut. Et c'est là que je me sens, et j'imagine que chacun a cet écho, je me sens un peu plus responsable dans la mesure où j'ai été confronté à la prise de décision publique, notamment à la Banque mondiale, mais pas seulement, à essayer de faire changer les lignes. De dire, ben voilà, on peut passer à un autre système, ça prend du temps, c'est un travail en profondeur. Mais il faut qu'on remette un autre compas sur la table. Sinon effectivement, on n'y arrivera pas. Et je ne vais pas souhaiter si j'étais je pourrais être parfaitement cynique à les planquer pas, mais je pense qu'on ne peut pas s'autoriser à se planquer aujourd'hui. Je pense qu'on est à un moment très intense. Tout le monde le sent un peu confusément. C'est compliqué parce que d'un côté, les marchés vont très très bien, la croissance rebondit, etc., même si le variant Omicron nous fait un peu peur. Et de l'autre, on voit bien qu'on n'a pas répondu à la crise énergétique, qu'on n'a juste pas répondu à la crise de la nature, qu'on n'a juste pas répondu à la crise sociale, et que tout ça, on ne sait pas quand ça va péter, mais on sait que ça va péter un jour. Donc on a deux tentations, soit on s'engage et on bouge à notre niveau et puis au-delà, soit on se dit tant qu'il y a de la musique, je danse. Voilà, écoutez, je pense qu'aucun autour de la table n'a envie de laisser le pick-up avec la musique et se dit non, on va peut-être changer de disque. Effectivement, et tu soulignes aussi dans ton livre, particulièrement le dernier, qu'on a tous une responsabilité en tant que consommateur, en tant que salarié si on travaille, en tant qu'investisseur. Et donc l'engagement, en fait, il est pour tous. Alors, Hubert, tu veux peut-être réagir par rapport à ça? Oui, moi je suis très touché à chaque fois que j'entends Isabelle par le courage d'avoir osé changer le modèle d'Engie qui a amené une disruption, un changement, et de voir que ce qui est compliqué, je pense qu'il faut oser le dénoncer aussi dans le système, c'est qu'en fait, on admet que des personnes changent les choses et s'engagent de manière plus forte dans le développement durable ou l'innovation sociétale, mais en arrière-fond, il y a toujours un peu, j'entends beaucoup de gens dire, voilà, engagez-vous dans les RSE, vous pourrez créer plus de valeur finalement, ou ça va finalement permettre d'obtenir une rentabilité supérieure, etc. C'est un peu l'impression qu'on justifie l'engagement pour la planète, pour l'environnement, pour l'innovation sociétale, parce que finalement, ça permettrait quand même d'obtenir toujours une rentabilité aussi forte qu'avant. Et là, je crois qu'il faut vraiment être clair, c'est qu'on ne peut pas vouloir deux choses à la fois au même niveau. Je pense qu'il y a vraiment un choix à faire. Et je pense que le choix, c'est déjà de voir finalement qu'est-ce que je mets en priorité. Est-ce que je mets en priorité au fond de moi-même la rentabilité ou je mets au fond de moi-même la priorité sur répondre aux défis, aux urgences de la planète et de la société? Et ça veut dire que, par exemple, mettre le développement durable au cœur de la stratégie d'une entreprise, ce n'est pas la même chose que chercher la rentabilité maximum. Ça ne peut pas être la même chose. Parce que quand on décide de fermer des mines de charbon, oui, à court terme, on perd de l'argent. Il se trouve que souvent, et ça c'est l'expérience, par surcroît, quelque part, quand on fait un choix aligné, parce qu'il répond à un enjeu de la société
il est créateur de sens. Et donc, comme il est créateur de sens, les équipes vont y déployer une énergie phénoménale, il y a une espèce d'alignement et par surcroît, quelque part, la rentabilité suit. Mais ça, on peut en témoigner. Mais je pense qu'il y a vraiment interpellé nos concitoyens, enfin, et notamment sur les fonds d'investissement, les différents actionnaires. Si on veut les deux à la fois au même niveau, en fait, on ne pourra pas changer le système. Changer le système, ça demande quand même de savoir qu'est-ce qu'on met en premier. Et je peux citer un petit exemple pour Armor. Quand je suis arrivé, l'activité des cartouches d'impression était complètement en déficit absolument énorme. Et en fait, bon, il y avait beaucoup de pression pour la fermer. Et on s'est rendu compte qu'en même temps, il y avait cet enjeu pour la planète. On a décidé que 100% de nos cartouches d'impression seraient remanufacturées. C'est vrai qu'au départ, les commerciaux avaient peur parce qu'en fait, ils disaient oui, mais si on dit que c'est remanufacturé, ça va sans doute être perçu comme moins bon que du neuf, etc., etc. Donc, il a fallu ajuster un petit peu le message. Et finalement, aujourd'hui, je vois qu'au moment où on parle que d'économie circulaire, effectivement, je pense qu'on a une capacité de rebond avec un engagement comme celui-là, mais c'est plus coûteux de remanufacturer une cartouche que d'aller importer des cartouches de Chine neuves. C'est un fait. Parce que c'est plus facile de faire tourner des usines de plastique neuf et de les jeter à la poubelle après ou de les mettre en décharge, plutôt que de les remanufacturer. Mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas à la fois se plaindre de l'épuisement des ressources et du réchauffement climatique et, au nom d'une rentabilité moindre, ne pas s'engager. Voilà, je pense qu'il faut être capable. Et pour moi, là, il y a un enjeu de leadership engagé qui est très fort pour nous tous. Moi, je trouve ça passionnant, comme période, parce que, comme disait Michael Jackson, heal the world, make it a better place. C'est une invitation pour chacun d'entre nous. Et à la fois, comme coup de chance, on a des crises importantes, globales, mais on n'a jamais eu autant de tech, on n'a jamais eu autant de moyens financiers, on n'a jamais eu autant d'esprit entrepreneurial. Et donc, c'est à nous, chacun d'entre nous, de répondre à cette crise, puisque sur cette crise climatique, on doit chacun passer de 12 tonnes de carbone par an à 2 tonnes. Donc, ce n'est pas marginal, ce n'est pas moins 10% divisé par 2, c'est disruptif, divisé par 6. Et il y a plein de solutions. Et d'autant plus qu'il y a un intérêt de plus en plus fort de tous les consommateurs qui disent à la société, en termes de produits et de services, qu'est-ce que tu fais pour la planète ? Qu'est-ce que tu fais pour la planète ? Si tu ne fais rien, je vais chez ton voisin. De même, il y a une guerre de talents pour avoir les bons talents dans les équipes. Et là, la même chose, les talents disent, les femmes, les hommes disent, mais qu'est-ce que tu fais pour la planète, toi, société, en termes de produits, de services ? Si tu ne fais pas quelque chose de proéminent, d'innovateur, je vais aller ailleurs. Et de même, les investisseurs, de même les gouvernements. Donc, il y a une pression collective pour avoir un meilleur impact qui est mesurable. Et je trouve que c'est pour ça que c'est une période fascinante, parce qu'il faut tout réinventer, mais il y a un désir collectif de s'en sortir ensemble, et de plus en plus c'est mesurable. Donc il y a des KPI qui permettent de mesurer. Alors on trouve que le pass sanitaire est utile pour sortir de cette crise, mais il n'y aura pas ce climatique. Il y a un pass climatique qui va dire d'une manière ou d'une autre pour que les consommateurs puissent vérifier quel produit a le meilleur impact, quel service a le meilleur impact sur la planète, et de même pour informer les salariés, de faire moyen des investisseurs. Donc, c'est une période absolument fascinante. Et j'ai beaucoup aimé dans le livre d'Hubert. Hubert explique qu'il y a longtemps, même chez Ron Poulenc, il est en Chine et déjà, il parle de développement durable. Et puis, chez Armor, il a mis même le développement durable au cœur de la stratégie d'Armor. Donc, c'est intéressant de ne pas en faire une contrainte, mais d'en faire une opportunité. Parce que moi, je pense que tous les concitoyens, toutes les femmes, tous les hommes du monde entier vont être intéressés par ça. Merci Stanislas. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à réagir dans le chat, à échanger. Vous pouvez rebondir aussi sur ce que nos participants disent. Louis, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Alors, je dirais, tu connais bien cette question de sens sur les nouvelles générations, mais pas que aussi. Tu peux aussi nous donner ta vision sur cette question ? Merci Fabienne. Pour moi, il y a un vrai enjeu sociétal, et je crois qu'Isabelle pointe un peu dans cette direction quand tu parles de nouvelles définitions de succès, et qui ne concernent pas que les jeunes, mais aussi toutes les générations. En fait, on doit apprendre en ce moment quelque chose d'assez difficile, et donc il y a un vrai enfantement, et d'où l'enjeu de la compagnie. On est bien d'accord que c'est là aussi ce qui me motive et ce qui nous motive dans notre travail avec Hubert. On a un apprentissage, on doit apprendre à perdre certaines choses. Et c'est vachement difficile, on ne se pas trop en parler. On doit apprendre
voilà, à perdre certains investisseurs très court terme au risque que ça affecte beaucoup de choses, mais pour une valeur plus haute. Et ça va être à chaque fois le même mouvement. Et la fuite peut être la technologie, et attention à cette tentation très forte. La fuite peut être la bonne volonté de certaines entreprises, mais il y a avant tout un certain apprentissage à faire, de perdre certaines choses, et non pas pour un nouveau gain du même ordre, mais parce qu'on tourne notre regard vers une autre valeur, qui est une valeur, on le disait, relationnelle, de qualité de relation dans une équipe, par exemple, de qualité aussi de pouvoir être bien dans son métier, de pouvoir être aligné, etc. Et ça implique toutes les générations. Et donc, pour moi, il y a, au-delà il y a des... Enfin, voilà, le travail qu'on fait, nous, avec Hubert, il est plus au niveau justement du travail sur les valeurs. Donc, moi, je ne vais pas travailler directement sur changer le compas au niveau juridique. Ça, on en a évidemment besoin. Mais ce qu'on pense qui va permettre d'avoir des dirigeants qui, à un moment, comme Isabelle, avec l'exemple qu'elle a cité, osent prendre un certain risque, se mouiller devant des investisseurs en disant je vais vous emmener ailleurs, ça ne va pas être simple, mais on va y aller ensemble. C'est parce qu'à un moment, on est animé d'une valeur qui est plus haute, qui est plus élevée, plus haute, plus importante. Et on ose prendre des risques au nom d'elle, au nom de cette valeur. Et je crois que là, il y a un apprentissage collectif à faire. Et je vois dans les questions, il y a une question autour de personnes qui sont en peur, en désespoir en ce moment. C'est parce qu'on se tourne uniquement vers ce qui est perdu et qui ne sera pas regagné, parce qu'on a des limites physiques à la croissance. Il y a beaucoup de choses. Mais elle a regardé une valeur qui est autre, qui est une valeur, encore une fois, relationnelle, d'un travail où les personnes peuvent être mieux respectées, mieux écoutées, etc. Je crois que c'est là on est attendu à ce tournant-là sur un plan sociétal. Merci Louis. Alors tu pointes quelque chose d'extrêmement important et puis moi je le vois aussi dans les dirigeants, les managers que j'accompagne. En fait, le changement, si on veut un changement du système, c'est aussi une remarque de Christian. La volonté de changer le système passe par le fait de se changer soi-même. Et donc, il est vraiment important, et vous, enfin tous ceux qui êtes autour de la table, je le sais, et puis je sais que ce n'est pas du blabla, hein, c'était l'affiche, la tagline du webinaire, ce n'est pas du blabla, vous avez aussi opéré une vraie transformation, en tout cas un travail en humanité de qui vous êtes. Se changer soi aussi pour changer le système, accueillir, c'est un des grands thèmes de mon livre, c'est aussi de dire on doit accueillir sa vulnérabilité, ses fragilités, ses failles et ses limites. Et donc, pour être un bon dirigeant, pour pouvoir s'engager, il faut quelque part, premièrement, s'engager pour faire progresser son humanité et s'engager aussi à accueillir tout ce qui, chez nous, est un peu cassé, un peu brisé, un peu limité et aussi mieux manager. Je pense à Hubert Joly, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Bertrand m'a permis de pouvoir échanger avec lui, qui a été le patron de Best Buy et qui a réussi à remonter cette entreprise américaine d'une manière absolument extraordinaire. Il l'a fait qu'à partir de l'humain. C'est-à-dire que la boîte, à hauteur de vue humaine, semblait complètement perdue avec l'arrivée d'Amazon, avec la crise du commerce de détail. Et il a réussi, avec des valeurs personnelles et aussi avec un management particulier, à changer ça. Alors, j'aurais envie de vous dire, vous, finalement, en tant que leader, quelles sont peut-être les failles, les limites, les fragilités que vous avez su accueillir ? Hubert, tu en parles beaucoup dans ton livre et franchement, je vous invite tous à le lire parce qu'il se lit vraiment comme un roman. Il y a beaucoup d'exemples, d'illustrations et d'images. Donc, pouvoir nous dire chacun, finalement, quelles sont ces failles, ces fragilités que vous avez su regarder en face, qui vous ont permis aussi, quelque part, de potentialiser votre engagement, d'être plus fort dans l'impact. Et puis aussi, il y a cette question de la spiritualité. Parce qu'Hubert, tu en parles à chacune de tes pages dans ce livre. L'Esprit Saint, c'est même le titre, tu oses le dire. Comment chacun vous avez pu faire face à tout ça? Alors, à la fois, question des limites, des fragilités, question de la spiritualité, et finalement, comment ça a pu impacter votre mode de management? Peut-être juste dire un mot dans la poursuite de ce que tu dis. Moi, je crois vraiment, et c'est aussi le travail qu'on fait avec les uns et les autres, avec Louis notamment, mais je crois vraiment en un leadership de l'authenticité et de la vulnérabilité. C'est-à-dire, en fait, et qui est complètement à l'encontre des images que l'on a des leaders ou des dirigeants. Je raconte dans mon livre, j'ai souffert d'un certain mode de management de dirigeants, dont certains sont encore des très grands dirigeants aujourd'hui, enfin, grands
au sens de la taille, pas forcément de l'être, qui en fait pratiquent un management par la pression et par la peur. Et je pense qu'il faut vraiment dénoncer ce genre de choses, et qui est le contraire de l'authenticité. L'authenticité, en fait, c'est accepter de se montrer avec ce qui nous tient le plus cher. Et donc, comme c'est se montrer dans ce qui nous est le plus important, forcément, on se met en vulnérabilité en faisant ça. Mais c'est ça qui va entraîner les équipes. Je raconte dans mon livre, effectivement, que le moment, finalement, qui a scellé l'engagement de toute l'équipe pour qu'on reprenne la majorité du contrôle de l'entreprise Armor, finalement, ça a été un moment d'une vulnérabilité extrême, où à un moment, des membres de mon équipe ont pris le risque, parce que ce n'était pas évident, d'oser me faire voir mes failles, quelque part comme dirigeant, et où j'ai accepté, aidé aussi par quelqu'un d'autre. Mais au lieu de me justifier, de leur répondre et de repousser leurs remarques, quelque part, de les accueillir jusqu'au bout. Et ça a noué un échange entre nous d'une qualité, d'une profondeur, finalement, où en fait, on s'est tous montrés en vulnérabilité les uns les autres, parce qu'il y a eu ce mouvement-là. Et le résultat, c'est qu'on s'est tous complètement engagés. Et c'est l'équipe qui a pris le contrôle de 2008. Et on est 13 ans après, 14 ans après, tout le monde est resté. On est tous là et plus unis que jamais. Voilà. Et ça, c'est parce que, quelque part, on est passé par le feu ensemble, et on est passé par un certain agenouillement, accepter de se dire, en fait, voilà, finalement, j'accepte de montrer dans certaines failles, mais les autres me disent, enfin, c'est ce que j'explique, à un moment où je voulais quelque part répondre à celui qui m'avait montré des imperfections. Il m'a répondu, mais non, Hubert, on n'a pas besoin que vous expliquiez. Simplement, sachez que si on vous a dit tout ce qu'on vous a dit, c'est parce qu'on vous fait confiance, et ça suffit. Voilà. Et on avait juste besoin de vous le dire. Et je pense que voilà, je pense qu'il y a des moments où on sent bien que être authentique, en fait, permet un passage de l'ensemble des équipes. Et je crois que c'est ça à quoi on est appelé comme leader, mais c'est complètement à l'encontre de ce qu'on a appris, et des exemples, malheureusement, qu'on voit partout, où en fait, être leader, c'est avoir plus de pouvoir, plus de force, et écarter les personnes qui dérangent ou qui ont un avis différent. Et ça, je pense que ce n'est pas du tout le type de leadership auquel on appelle. Isabelle, tu veux réagir, non? Oui, je voudrais faire chorus là, à ce que Hubert vient de dire. D'abord, je trouve que depuis qu'on a démarré cette conversation, c'est intéressant. On est en parallèle sur deux niveaux en permanence. Il y a changé les règles du jeu, oui, on parlait il y a 3 minutes. Et puis en même temps, il y a quelque chose qui est très personnel, presque intime, qui est soi. Et voilà, dans la situation telle qu'elle est, oui, d'accord, le système, il n'est pas du tout aligné avec ce qu'il faut, mais qu'est-ce que je fais moi si je suis en situation de prendre une décision? Et et je pense qu'il faut tenir ces deux extrêmes, si je puis dire, ces deux parties du tissu. Enfin, il faut agir sur les deux, bien sûr contribuer à changer les règles du jeu, mais surtout pas attendre qu'elles aient changé pour se mettre en mouvement. Enfin, on est dans cette dialectique permanente. Et pour rebondir sur ce que disait Hubert, il y a la notion de vulnérabilité et de fragilité qu'on voit très bien dans le livre, et je suis admirative du fait que tu aies livré ça. Et en même temps, il y a énormément de force, et les deux sont vrais, mais peut-être pas sur la même chose. Beaucoup de force sur fondamentalement l'élan et scrogneux, je dirais la détermination à continue envers et contre tout par moment, à aller dans une certaine direction qui te paraissait juste et qu'on trouve en pointillé tout du long. Alors là, il y a une force. Là, on n'est pas dans le domaine de la vulnérabilité tellement, on est plutôt dans le domaine de la force. Et en revanche, une grande vulnérabilité ou fragilité, même, tu disais tout à l'heure, sur le comment. Et là aussi, je pense que les deux coexistent avec, en permanence. Moi, la fragilité, je l'ai beaucoup vécue parce que je faisais allusion tout à l'heure à des activités qu'on a dû arrêter, alors que ce n'était pas prévu, ce n'était pas du tout dans les plans. On a fermé 14 gigawatts de puissance. Alors, si vous n'êtes pas énergéticien, ça ne vous dit pas grand-chose, mais en gros, un réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt. Alors, nous, ce n'était pas du tout du nucléaire, c'était du charbon. Mais donc, vous imaginez, c'est colossal. Il y avait des gens dans ces centrales, il y avait autour des gens dans les centrales des tas d'équipes d'engineering, et tout un système. Le comment faire, honnêtement, c'était vertigineux. Et la fragilité, moi, je
je l'ai géré en disant je ne sais pas. Et ben on va y travailler en fait. On va y travailler. Donc, en fait, ce que j'ai expérimenté, et je suis sûre que vous aussi, c'est que dans ce cas-là, au fond, enfin, il y a une forme de mobilisation, pas seulement d'énergie, mais de, je ne sais pas, d'idées. Chacun finalement vous rejoint dans votre rôle. Et là, vous n'êtes plus leader tout seul. C'est-à-dire que quand vous dites je ne sais pas, ben, qu'est-ce que tu en penses? Et d'ailleurs, ben, on va organiser le fait qu'on y réfléchisse collectivement d'une manière. Alors ça s'organise, c'est surtout pas quelque chose qui part dans tous les sens, mais où il y a pour de vrai, je ne sais plus comment tu disais, Fabienne, c'est pas du blabla, c'est ça? Non, mais pour de vrai quelque chose qui démarre et avec un vrai je ne sais pas et qui n'est pas de cirque, qui n'est pas de façade, une vraie ouverture à ce que chacun contribue. Effectivement, c'est vrai que c'est impressionnant ce que ça donne. Voilà, moi je voulais mettre en lumière cette espèce de coexistence de force. Alors on l'appelle force, Hubert, dans ce que tu écris, on pourrait aussi dire courage, on pourrait dire détermination, et puis fragilité sur le comment on fait. Et pour revenir au début de ce propos-là, cette dualité entre contribuer à changer le système et puis agir là où on est chacun en tant que leader, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de leaders qu'aujourd'hui, parce que justement, il n'y a plus de carte, il n'y a plus de boussole, donc il y a besoin de leaders. Là, on rejoint forcément le sujet de la spiritualité, parce que comme il n'y a plus de carte et de boussole, cette détermination, on l'a bâtie en essayant de chercher un système de valeurs. Et un système de valeurs qui forcément vous dépasse, qui n'est pas à vos bornes à vous. Et là, on est en direct sur la question de la spiritualité. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est dans un siècle, on est rentré dans un siècle de spiritualité. C'est probablement sous des formes très variées, mais cette situation dans laquelle chacun se trouve, dans laquelle finalement, il faut aller chercher au fond de soi ce qui résonne le plus en termes de système de valeurs et le mettre en mouvement, système de valeurs, pour qu'en face de chaque décision, ce soit lui qui prime. Et que finalement, une question que je me suis souvent posée, c'est mais dans quel sens je préfère me tromper? Voilà. Il y a vraiment un embranchement devant, je ne sais pas, dans quel sens je préfère me tromper. Mais ça, forcément, ça connecte avec le spirituel et avec, qui pour moi joue un vrai grand rôle, avec quelque chose qui vous dépasse. Et voilà, moi, je pense qu'il faut donner sa place au spirituel dans notre société, sous toutes ses formes. Il faut apprendre à laisser coexister des spiritualités très variées, parce que c'est en elles qu'on va aller chercher notre force, justement, la partie détermination dans le brin détermination, fragilité, il y a quand même ça. Il y a quelque chose qui est très robuste qu'il faut aller chercher là. Oui, fragile et précieux. Connaissant bien la joaillerie, je sais que fragile et précieux sont liés l'un à l'autre. Et donc, chacun d'entre nous, on est unique. 7,8 milliards d'humains sur Terre, mais chacun d'entre nous est unique. 100 milliards au ciel, on est unique. Et on est précieux et fragile. Et d'abord, mais cette fragilité est un point commun. D'abord, on est tous mortels. Il y a un très beau livre qui vient de sortir aussi de Christian Cacré, Vivre en mortel. C'est quelque chose très souvent qu'on oublie de savoir. François Mitterrand lui disait, il est dommage que nos concitoyens, en occultant la vie, se privent d'une source de vie. En occultant la mort, parmi se privent d'une source de vie. Donc, on est mortels. Et moi, c'était un des chocs de ma vie. Notre premier fils, avec Anne-Sophie, s'appelait Alban. Il est mort, malheureusement, à 8 semaines de mort subite du nourrisson. Et c'est un choc très, très violent. Et d'un côté, c'est une formidable leçon parce que en l'enterrant, le curé d'Ars avait dit cette très belle phrase. Alban, il a été aimé, il a aimé, il a réussi sa vie, à nous de faire de même. Waouh, j'avais 30 ans, je me suis dit, on peut réussir sa vie sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter, ni marcher. Waouh, et ça a changé ma vie. Et depuis lors, je me dis que aimer, être aimé, la solidarité, c'est essentiel. C'est essentiel. Et en plus, c'est un choix personnel puisque chacun d'entre nous, Coluche l'a dit, sur le chemin de vie, nous allons rencontrer des pierres. C'est à nous de choisir d'en faire des murs ou des ponts. Donc, c'est un choix d'être plus en solidarité ou en silo ou en ghetto. Et pour ça, je pense qu'il est important de cultiver
Et donc, dans ma vie, je me suis fait accompagner, j'ai accompagné. Donc, quelque part, chacun d'entre nous, on est mentor, menti à tour de rôle. Et on doit prendre soin de nos 4 races, c'est-à-dire notre corps, notre cœur, notre esprit et notre âme. Et donc, on va sans cesse cultiver, prendre soin de qu'est-ce qu'on fait pour notre corps, qu'est-ce qu'on fait pour notre cœur, qu'est-ce qu'on fait pour notre esprit, qu'est-ce qu'on fait pour notre âme. Et c'est vrai que la spiritualité fait partie de l'âme, hein, et pour moi, c'est un guide, c'est une boussole. Et dans la vie, on a besoin d'une boussole, de phare, de balise. Quand on fait du bateau, on s'aperçoit que même si on a un cap, le courant et le vent peuvent nous décaler de notre axe. Dans la vie, on aura des tentations, le pouvoir, l'argent, le sexe. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une balise et un GPS? Parce que quand on va dans un GPS, on peut prendre des risques, on peut sortir des chemins battus. Et c'est un GPS que je partage avec Hubert, l'esprit, la foi. Et moi, tous les matins, je lis les textes de l'Évangile parce que je trouve que l'Évangile, la Bible, c'est une littérature des traversées de crise. Et parce qu'on s'aperçoit que les crises font partie de la vie depuis toute l'humanité. Il y a une traversée de crise et puis une recherche de foi et d'espérance qui nous fait rebondir. Et en plus, qui nous donne cette expression de solidarité, parce que comme le pape dit, fratelli tutti, c'est vrai qu'on est tous précieux et tous fragiles, donc c'est quelque chose qu'on partage, on peut en discuter, on peut l'admettre, et quand je l'admets, on se sent plus proches les uns des autres, et c'est pour ça que ce livre d'Hubert est inspirant, parce que quand il parle de notre vie de couple, une gratitude et un chemin, le choix de l'engagement, la victoire de l'amour, aimer l'entreprise, le désir d'une unité de vie, reconstruire le dialogue social, le développement durable au cœur de la stratégie d'entreprise, et la personne fragile, une chance, eh bien, il est au cœur de l'humanité, au cœur de notre corps, cœur, âme et esprit. Merci, Hubert. Super. Alors, un petit mot de Bertrand et Louis. Après, on prendra peut-être une ou deux questions de ceux qui nous écoutent. Il y a pas mal de commentaires hyper intéressants. On pourra revenir sur les questions, et particulièrement que faire aussi pour faire comprendre tout ce qu'on partage à tout un tas de dirigeants, particulièrement pour les nouvelles générations. Ah, Bertrand, on ne t'entend pas. Décidément, unmute est le mot de l'année. Bon, alors, non, je disais que j'étais en écho, ça me rappelait ce que me disait un de mes profs de classe préparatoire, je l'aime elle-même, nos parents sont d'accord, que faire? Donc là, on est tous à l'unisson et c'est formidable. Mais j'aime bien ce que disaient les uns et les autres, et ça me rappelle ce que moi je dis à mes étudiants en général à la dernière séance, quel que soit l'établissement. Je leur dis, voilà, je vais vous demander, vous allez fermer les yeux 2 minutes et vous allez dire de quoi voulez-vous qu'on se souvienne de vous dans 40 ou 50 ans. Alors Hubert Joly dit, préparez votre discours de retraite. Enfin, il y a plusieurs métiers de faire, mais je leur dis, voilà, pensez à votre rêve, mettez-le dans un coin de votre cerveau, gardez-le précieusement et voilà. Puis vous rouvrez la boîte de temps en temps. Et ce rêve, ne le perdez pas de vue. Ne vous réveillez pas à 40, 50 ou 60 ans en disant « Zut, j'avais ce rêve et puis en fait, je ne l'ai pas fait parce que ma prison était trop dorée, je n'ai pas voulu en sortir. » Parce que comme le disait Isabelle, la définition du succès qu'on a promu autour de moi m'a amené dans telle direction qui n'était pas la mienne, mais d'une certaine manière, j'ai été faible et j'ai suivi le chemin. On a tous été des bons élèves, on a tous fait des trucs, des chemins qui étaient un peu balisés. Et c'est compliqué d'en sortir. C'est compliqué de dire « je ne veux pas » parce que la pression des pairs est telle que les pairs au sens mieux réussi que moi, moins bien réussi que moi, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et pareil, comme le disait Stanislas à l'instant, qu'on fasse du bateau ou de la montagne, on sait bien, si on place son rêve sur l'horizon, comme un phare, comme une balise, c'est rarement la ligne droite. On peut se tromper, les courants peuvent nous entraîner, il peut y avoir une crevasse dans un glacier, etc. Donc il faut apprendre à tirer des bords, il faut apprendre à se tromper. Il faut reconnaître quelquefois qu'on s'en prend plein la gueule et que c'est mérité. Quelquefois, on s'en prend plein la gueule et ça n'est pas mérité. Mais c'est très facile à dire, c'est plus facile à vivre. Moi, les 2 fois où j'ai dû quitter, et Isabelle connaît ça aussi évidemment, abruptement mon job, c'est des moments où on se sent hyper vulnérable. Mais plus que tout ça, je veux dire, vous avez été éduqué comme tu es un super bon élève, tout va te réussir.
le truc s'arrête et prenez pas, c'est pas rationnel, c'est pas écrit dans le bouquin. Et ça, c'est très, très dur. Et en même temps, c'est le moment où vous dites ah ben, mais en fait, j'avais mon rêve qui était je voulais laisser quelque chose derrière moi. Et c'est quelque chose, peut-être que ce n'était pas forcément de passer par tel ou tel endroit, mais c'est peut-être de créer ma boîte aujourd'hui, de me dire que je vais faire ça. Et donc, je crois vraiment qu'il faut pas, il faut protéger son rêve, il faut pas l'enfermer, il faut pas le mettre dans l'obscurité. Il faut vraiment, je commence à avoir des amis autour de moi qui disent merde, enfin, c'est pas ce que je voulais faire. Mais finalement, année après année, le bonus de l'année suivante, etc. Et juste pour peut-être vous faire sourire, donc je suis inspecteur des finances, c'est un corps défunt maintenant. Mais quand j'étais jeune, tout le monde était tétanisé par Jean-Marie Messier, qui était déjà patron du CAC 40 à 39 ans. On dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire si maintenant il a battu tous les records? Puis alors après, on a eu Emmanuel Macron, qui était président de la République à 39 ans. Donc après, il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, donc il faut sortir de ces schémas. Vous n'êtes pas en comparaison avec les autres, vous êtes en comparaison avec vous-même. Et au bout du bout, comme l'a dit Stan, on est mortel. Bah, qu'est-ce qu'on va raconter le jour où on passe de l'autre côté? Et c'est ça qui est difficile, parce qu'en fait, tout l'environnement nous écarte de ça. Oui, je voulais réagir. Bon, on arrive à la fin de l'heure et je vois un peu les questions qui viennent aussi. Je pense qu'il y a des questions de comment qui reviennent beaucoup. Oui, j'aime beaucoup l'exemple que tu as donné, Isabelle, du je ne sais pas, on va y aller ensemble. Et je crois que c'est vraiment la clé. Et moi, quand je relis aussi et quand j'écoute ce que dit Hubert de son expérience d'Armor, il y a eu des moments clés de poser un je ne sais pas, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide. Et je crois qu'on peut y arriver ensemble. Et ce que je crois, c'est que ça commence là. Il y a pouvoir écouter une vérité de là, honnêtement, je n'ai pas tout à fait la réponse. Et il y a écouter, si j'ose le dire par contre, comment les autres vont me regarder. Et donc là, il y a des traversées à vivre qui sont indispensables pour aller vers du nouveau. Et pour que, et vraiment, moi, je vois le leadership à ce moment-là. Le moment où j'ose dire, je ne sais pas, j'ai besoin de vous. C'est là que le leader vraiment naît. Et ce qui est très compliqué, je vois la question qui vient tout de suite, c'est qu'il y a un je ne sais pas là tout de suite, mais il y a un parce que je crois en quelque chose qui est au-delà. Donc je sais où je vais, mais là tout de suite, je ne sais pas comment. Et d'ailleurs, on doit bien venir à l'évidence qu'on ne sait pas en général comment on y va. Mais si on ne commence pas par là, on s'illusionne. On fonce dans la technologie, on répète les mêmes choses, on fait un peu de maquillage, on modifie les choses à la surface, on ne change rien tant qu'on n'a pas reconnu collectivement. Nous ne savons pas, nous sommes démunis, mais nous avons un rêve. Et ça commence là. Et je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais je crois qu'il y a, dans ce moment de ce passage, il y a un moment de solitude très grande qui est et si ça ne marche pas, et si je suis rejeté quand je dis ça, et si on ne me croit pas, et si tout d'un coup on perd confiance en moi. Et que là, on a besoin d'être accompagné. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une conviction très forte. C'est qu'il y a une grande vulnérabilité, et Bertrand vient de le dire, dans ces moments-là, et on ne peut pas les vivre seul. Et la première illusion, je crois, c'est qu'on peut s'en sortir seul. La première illusion à abattre pour aller vers ce nouveau système de valeurs, c'est que j'ai besoin des autres, notamment pour vivre ces moments de grande solitude, de grands passages, où j'ose poser, où je risque, et où peut-être je me suis pris un retour de bâton en risquant. Et là, on a besoin de pouvoir être accueilli. Donc moi, je crois que vraiment le premier appel est d'aller écouter cette vérité du je ne sais pas et s'entourer de personnes qui nous permettent à ce moment-là de vivre ce passage de vulnérabilité qui est indispensable pour grandir collectivement et individuellement. Je vais peut-être rebondir sur ce que dit Louis là, et je réponds en même temps à une question qui me touche beaucoup, qui est quelque part pour accepter de parler de cette vulnérabilité, il faut déjà être fort, n'est-ce pas? En fait, je crois qu'on parle d'une force, mais qui est d'une autre nature. Ce n'est pas la force de celui qui sait, c'est justement la force de celui qui ne sait pas, qui accepte de ne pas savoir, mais qui sait qu'il est conduit par quelque chose qui le dépasse, justement, comme disait Isabelle ou Louis à l'instant. Et je pense que c'est là où intervient l'esprit souffle, suis-le. Je pense que pour moi, c'est vraiment mon expérience, c'est que, en fait, c'est souvent quand on accepte de ne pas savoir, et qu'on s'en remet, qu'on lâche prise en fait, et qu'on s'en remet au plus intime de soi-même, et ça veut dire des aspirations profondes, des convictions, ou d'ailleurs aussi à son équipe, parce que c'est aussi dans un collectif que ça se joue. À ce moment-là, il se passe quelque chose qui nous dépasse, comme d'une clarté qui se dégage, d'une force qui se dégage, une espèce de détermination, et qui effectivement est une force.
Voilà, donc, c'est ce passage par la vulnérabilité. Il y a un peu c'est vraiment un passage par un pari. C'est le pari qu'en lâchant tout et en lâchant le contrôle à un moment donné, en acceptant de ne pas savoir, en acceptant d'être dépendant de ses équipes, et dépendant même de situations, comme c'est le cas en ce moment avec le Covid, en fait, on peut réaccueillir quelque chose de plus profond auquel on n'avait pas pensé, qui va nous entraîner en avant, mais qui est de l'ordre d'une force qui nous est donnée. Ce n'est pas notre force, c'est quelque chose qui nous est donné. Voilà, c'est vraiment, et c'est comme ça que je vois la trace, alors pour ceux qui sont chrétiens, mais la trace de l'Esprit Saint, mais j'allais dire, certaine façon de ce courant qui nous porte et qui nous entraîne. C'est ça mon espérance pour le monde aussi, c'est que je pense qu'on s'en sortira parce qu'on est, voilà, on n'est pas seul. Il y a quelque part une force qui nous accompagne, qui veut que le monde s'en sorte, une force collective, une force, voilà. Et je pense que c'est ça aussi le sens de ce titre, l'esprit souffle, suis-le, c'est-à-dire ose lâcher prise et ose faire confiance. Moi, je voudrais juste pouvoir dire une chose par rapport à ça. J'accompagne pas mal de managers ou dirigeants actuellement dans cet environnement qui est particulièrement flou, incertain, volatile, le monde VUCA. Et pour répondre peut-être sur le comment qui sort dans ces questions, oui, c'est travailler sur soi, c'est se faire accompagner, parfois à l'extérieur, et surtout initier un processus de collaboration à l'intérieur de l'entreprise. Parce que c'est pouvoir dire, bah, effectivement, je ne suis pas tout à fait sûre de là où on va ni comment on va le faire, mais on va le faire ensemble. Et les équipes qui fonctionnent et les équipes qui continuent d'avancer, ce sont celles-là, avec peut-être un autre élément qui me paraît essentiel, c'est la vision. C'est-à-dire qu'on ne connaît peut-être pas le cap moyen terme, mais on garde quand même une vision qu'on essaye de co-construire ensemble. Et les managers qui s'en sortent, ce sont souvent ceux qui ont travaillé à bâtir collectivement cette vision et qui se laissent challenger en permanence sur cette vision. C'est-à-dire cette vision, elle n'est pas définie de manière assurée, mais elle est capable de pivoter avec le donné des événements que l'on reçoit. Et en ce moment, on est vraiment obligé d'accueillir les événements parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrance en entreprise. On n'en a pas parlé, et moi je le vois, il y a aussi beaucoup de souffrance en entreprise, particulièrement dans les grands groupes, alors pas que, parce qu'il y a une distance qui s'est créée pendant le Covid, une distance physique, une distance relationnelle, et donc il y a quelque part quelque chose à recréer de cette proximité des collaborateurs. Dans le livre que j'ai écrit, Manager avec son âme, où Hubert témoigne, où Bertrand témoigne, où Stanislas témoigne, il y a vraiment 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est se recentrer dans l'intériorité, donc travailler sur soi, travailler à trouver ses équilibres. Ça peut être pour ceux qui sont croyants dans la prière, pour d'autres dans la méditation, dans l'admiration, la contemplation du monde qui nous entoure. Le deuxième, c'est travailler à la relation, se décentrer notamment en travaillant avec les autres. Et le troisième mouvement, c'est se surcentrer, c'est-à-dire se situer dans un environnement plus large, avec plus grand que soi. Alors oui, la vision… Oui, ce qui est important, à mon avis, de ce que tu as raison de dire, pour être collectif dans une entreprise, à mon avis, il faut se mettre d'accord sur quelle est la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. C'est très important de se mettre d'accord sur ces 3 aspects et de façon récurrente. Et c'est vrai aussi pour l'entreprise, c'est vrai pour une association, c'est vrai pour un couple, c'est vrai pour à chaque fois vision, mission et valeurs. Ce qui est important aussi, c'est de mesurer quel est le sens et quel est l'impact de ce qu'on fait. À chaque fois, il faut vérifier, est-ce que ce qu'on fait a du sens? Oui, non, est-ce que ça se mesure? Et quel est l'impact? Et puis, je pense qu'il y a un paradigme important, c'est de se dire, le leader, le dirigeant, est-ce qu'il est là pour se servir ou pour servir? Moi, je pense que la joie et le bonheur, c'est quand on sert les autres. Se servir, moi, j'ai rencontré, quand j'étais aux États-Unis, président de quartier, j'ai rencontré Donald Trump avec qui j'ai travaillé un peu. Bon, j'ai vu que ces paradigmes, c'était 3 choses m'intéressent, me, I and myself. Bon, c'était ni inspirant ni inspiré, et honnêtement, ça ne produit pas le bonheur. Et je pense que c'est servir ses clients, servir ses équipes, servir le monde, servir l'humanité, c'est servir et pas se servir. Et je pense que là, Hubert a fait un très bon exemple quand tous ses droits d'auteur de son livre, il ne les garde pas pour lui, il les donne pour un village au Bénin,
Et donc là aussi, il dit bien, même ce livre, les fruits de ce livre, il les donne pour aider un village au Bénin qui n'a pas d'électricité. Donc, c'est ça qui est important. Oui, Fabienne, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Ouais. Je voudrais rebondir sur, il y a dans la conversation là quelqu'un qui a dit la vision vient du chef et c'est le comment qu'on travaille. Alors, je pense que comme Stanislas vient de le dire, il y a des questions de vocabulaire derrière. Mais mon point, c'était de dire que pour moi, c'est une forme de boucle, c'est-à-dire que le leader, il a une intention quand même. Il a une intention que justement, il va puiser dans ses valeurs, dans son histoire, dans sa spiritualité. Il a une intention, mais ce n'est pas encore forcément une vision au sens de quelque chose qu'on est capable de dépeindre finement. Mais c'est une intention, par exemple, l'intention que l'entreprise contribue à un meilleur futur. Bon. Et je crois que cette vision permet aux leaders de mettre le système en mouvement, mais en allant assez vite inviter chacun à contribuer à ce que cette vision émerge. Je suis, pour ma part, prudente sur une lecture qui serait de dire, voilà, le leader, il sait exactement où il faut aller. Ce n'est d'ailleurs pas ce que la personne a écrit, hein, mais j'attrape ceci pour élaborer. Un leader qui saurait exactement où il faut aller, et puis qui ensuite, sur le comment, consulte. Moi, ce n'est pas tellement mon expérience. Mon expérience, c'est que vous êtes porté par quelque chose, un élan, une conviction, que vous la mettez sur la table, que vous essayez de vous comporter comme une éponge et de solliciter énormément de réactions et d'inputs, et puis qu'à la fin de ce premier cycle émerge quelque chose qui est effectivement de l'ordre, cette fois, d'une vision, quelque chose dont on peut faire un tableau, vers un point, voilà, un cap qui serve un peu de phare à l'horizon pour guider l'action de l'entreprise. Donc, même dans l'élaboration de la vision, pour moi, le processus de leadership est crucial. Et puis ensuite, cette boucle reprend sur le comment, ou de nouveau, je ne sais pas, et sur la table. Et voilà. Et d'ailleurs, le comment enrichit la vision et on recommence. Donc, c'est vraiment une boucle. C'est vraiment une boucle permanente qui ne s'arrête jamais, à mon avis. Super, c'est vraiment un processus itératif, en fait. Alors, il nous reste 2 minutes. Quelqu'un veut peut-être réagir et sinon, je laisserai le mot de la fin à Hubert pour conclure. Parce que tu es l'invité particulier pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Est-ce que l'un des participants du webinaire veut dire quelque chose avant qu'Hubert conclue? Vas-y, Hubert. Bon. Déjà, je suis moi extrêmement touché par le fait comment dire, que ce webinaire a été organisé à l'occasion de la parution de mon livre. Je vous en remercie parce que voilà, ça me porte, ça m'encourage. Simplement dire que ça n'a pas été forcément évident pour moi de publier ce livre, parce que sinon c'est un livre dans lequel je me mouille beaucoup justement en vulnérabilité. Et je crois que je l'ai fait justement un peu dans le sens de ce qu'on dit, c'est-à-dire je pense que beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'entre nous, on porte des valeurs extrêmement fortes et on est quand même très contenu pour oser être ce que l'on est et dire ce que l'on croit par une société parfois qui veut nous pousser à nous conformer à ce que devrait être le dirigeant d'entreprise, qui doit surtout ne pas être sensible, pas émotif, pas dire ce qu'il pense, etc., pour correspondre à un modèle. Et moi, j'ai senti que j'ai éprouvé le besoin, quelque part, d'éclater un peu cette bulle en disant maintenant, ça suffit. Je crois que le monde, ce qui se passe dans le monde est suffisamment grave, avec des enjeux suffisamment forts pour que, en tant que dirigeant d'entreprise, on puisse être soi-même pleinement. Et puis, oui, ça peut bousculer, oui, ça peut déranger, mais au moins, ça met en mouvement. Je pense qu'il y a une question qu'il y avait, est-ce qu'être en mouvement, c'est une condition pour faire des choses? Je pense que ce qui me paraît essentiel, c'est d'être prêt à quitter certains attachements qu'on a accumulés au cours de notre vie. En fait, on est quand même très marqué par des attachements, que ce soit financiers, de pouvoir, d'image, etc. Et en fait,
Je crois que c'est dans la mesure où on ose fendre l'armure, on ose en fait quelque part quitter une certaine image, un certain personnage, un certain masque qu'on s'est créé, qu'à ce moment-là, on peut devenir vraiment leader d'une manière nouvelle parce qu'on devient libre d'innover, on devient libre de créer, parce qu'on est libéré de l'image des uns et des autres. Et je pense que c'est très difficile tout seul, et c'est pour ça qu'une fois de plus, d'être entouré par des amis, par des personnes comme vous l'êtes, de s'encourager entre nous. Je pense qu'on a besoin de s'encourager. Dans le livre, je dis, voilà, le temps est venu des bâtisseurs d'essentiel. Je pense qu'il y a des réseaux qui se cachent. Moi, j'ai envie de créer un réseau qui ne se cache pas. Voilà. Des réseaux qui se soutiennent, qui sont ces bâtisseurs d'essentiel où on sait qu'on peut compter les uns sur les autres et on est fort ensemble. Voilà, c'est vraiment voilà, ce à quoi je nous invite, c'est de nous dresser, c'est de nous lever, d'oser dire ce qu'on pense, oser suivre nos aspirations. N'ayons pas peur de bousculer le système. Je pense que le système voilà, nous le rendra à un moment ou à un autre. En tout cas, merci beaucoup. Merci Fabienne et vous tous d'être là. Et bon, même si c'est public, je le dis, mais vous m'êtes très cher et j'ai un vrai plaisir à cheminer avec vous. Merci beaucoup, Hubert. Alors, juste un petit dernier mot pour rappeler effectivement donc, le livre d'Hubert. Je rappelle le titre, L'esprit souffle, suis-le. Il y a aussi le livre de Bertrand, hein, Voulons-nous sérieusement changer le monde? Tout ça chez un excellent éditeur, MAM. Et puis ton livre à toi. Oui, Manager avec son âme, ça c'est le mien. Et puis, je le voulais vous livre dire que tout cela sera en replay. Donc, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux en replay. Et puis, vous êtes aussi à vous maintenant de jouer pour un engagement et pour aller plus loin tous ensemble. Voilà, puis je ne peux pas ne pas terminer sans avoir une pensée pour Marc de Leritz, le mari d'Isabelle, qui a aussi écrit un livre sur le leadership qui nous inspire. Bon, Marc n'est plus là, mais voilà, Isabelle est témoin aussi de ce qu'ils ont construit ensemble. Ce livre qui est magnifique, sans carte ni boussole, qui est vraiment permet une vraie relecture du leadership. Donc voilà, on le garde présent aussi avec nous. Merci Hubert. Merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Bon rebond.